mais uniquement si vous en avez un. Bonsoir, bravo d'être venus. Nous sommes très contents de vous accueillir sous le ciel étoilé de vos Sursus pour la première d'un spectacle. Un spectacle que nous avons mis en route depuis 2019, au moins, qui devait être joué en juin 2020, en septembre 2020, en octobre 2020, et qui sera joué finalement, on l'espère, en mai 2022. Ne désespérons pas. Et nous avons décidé aujourd'hui, non pas de vous présenter ce spectacle, pas de chance, mais de vous présenter une lecture spectacle. C'est-à-dire que, comme nous avons sollicité pas mal de personnes pour nous renseigner sur notre belle commune de Vaux-sur-Sus, on s'est dit, on ne va pas laisser tomber ça par terre, on ne va pas laisser tomber un projet que nous menons depuis des mois. On va présenter des extraits qui sont prêts, et les extraits qui sont prêts, ce sont des textes. Donc ce que nous allons vous faire aujourd'hui, c'est une lecture spectacle. Une lecture spectacle, c'est ça, une lecture spectacle. Le principe de la lecture spectacle est très simple. Vous êtes les metteurs en scène. Belle promotion. Nous, ça nous arrange bien. Parce que vous allez imaginer tout. On ne va rien vous montrer, vous allez tout imaginer. Et à la fin de la soirée, en tout cas à la fin du spectacle de ce soir, si ça ne vous a pas plu, c'est que la mise en scène était mauvaise. Si le spectacle vous plaît, c'est que les textes étaient beaux. Bonne soirée. Le spectacle initial devrait se présenter comme ceci. Il y aura un accueil du public dans le chapiteau. Il y aurait des personnes pour vous accueillir, bonjour, bienvenue, etc. Se serrer la main, peut-être se faire la bise l'année prochaine, on verra, selon les conditions. Inciter les personnes à se dire bonjour entre elles, puisqu'un des thèmes du spectacle, c'est « On ne connaît plus personne ». Voilà, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard. Bienvenue. Bienvenue dans le centre de notre monde, la commune de Vaux-sur-Sus. Car c'est ici que nous vivons, dans ce village, dans cette commune et dans les environs. Nous allons vous emmener à la découverte d'histoire de la commune, et tout ce que vous allez entendre ici est vrai. C'est vrai puisqu'on nous l'a raconté. Ce ne sont que des relevés de témoignages. Nous, on n'a rien inventé du tout. Alors, imaginez que nous sommes dans un grenier. Un grenier, c'est rempli de souvenirs, souvent oubliés, et qui attendent qu'on les ranime. Mais ce grenier est un petit peu particulier, parce qu'il s'agit du grenier de Fernande. Fernande, habitante de la commune, elle aime les histoires du passé, elle aime les conserver et les réveiller de temps en temps. Et voici ce qu'elle dit de son grenier. Mon grenier. Cet endroit est pour moi un lieu chargé d'histoire. Il garde le passé, accepte le présent, pour devenir plus tard un coin de ma mémoire, mêlant objets récents et les charmes d'antan. Son espace ombragé est cependant bien vaste, et les « on ne sait jamais » côtoient les araignées. Ce décor est normal. Il est fait de contrastes que rien ne vient troubler. Il est peu fréquenté. Nombreux sont les outils qui travaillèrent le bois, entassés côte à côte dans une malle en fer. En les observant bien, ils nous laissent pantois, en pensant aux objets façonnés par nos pères. Des sabots, des galoches et des guêtres en cuir. Ces chaussures datant d'une toute autre époque évoquent des souvenirs que je ne puis enfuir. Et dans ce grand dédale, pourtant, rien ne me choque. J'admire avec émoi le portrait de grand-mère. Elle fut avec ma maman ma grande protectrice au cours des 5 années que durera la guerre. Mon père, loin du pays, était à son service. Du patriote illustré relatant notre histoire au cadre d'armistice, évoquant la Grande Guerre.
Tous ces vestiges lointains ravivent ma mémoire et attestent en témoin ces nobles pages d'hier. J'aime voir et toucher ces objets familiers. En ce havre de paix, rien ici n'est nuisible. Ô mes chers souvenirs que je compte par milliers, restez ici cachés en ce repère paisible. Texte de Fernande Grosse. Mesdames, Messieurs, les enfants, en route maintenant pour découvrir le centre de notre monde. Est-ce bien vrai qu'on ne connaît plus personne? Alors ici, il faut imaginer, ça devait se présenter avec cheveux, vous serez sur la place du village et descend du village une procession. Une procession, alors il faut un prêtre, des porteurs, des dames, des hommes, des enfants, des jeunes filles habillées de blanc qui lancent des pétales de fleurs, comme les processions d'époque. La procession va chanter un ou deux chants qu'on chantait à l'époque, probablement des chants dédiés à Marie. La fanfare sera présente également. Elle jouera depuis le patron pour annoncer la venue de la procession. À un moment donné, le public sera mis de part et d'autre de la place, la procession s'arrête. Et des comédiens vont sortir progressivement du cortège pour vous dire ceci. Un enfant. Maman a décoré la maison avec une statue de la Vierge et beaucoup de fleurs autour. Les voisins ils font la même chose, mais c'est chez nous que c'est le plus beau. Une dame. Je vais faire une ou deux photos. Je les enverrai à mon mari, qui est prisonnier en Allemagne. Une dame. Il ne pleut jamais à la procession de veau. Jamais, vous pouvez me croire. C'est la foi, ça, monsieur, dame. C'est la foi de chacun qui permet un tel miracle. Un homme. Pour que mes ouvriers puissent assister à la messe et à la procession, on commence la journée à 4 heures du matin. Il faut bien faire tourner la Syrie. Mais la procession, c'est important aussi. Une femme. Moi, je fais toutes les processions des environs. Une autre femme. À Roiville, j'en profite pour prendre de l'eau à Notre-Dame des Larmes. Ça soulage les yeux. Une jeune fille. La procession, c'est l'occasion de se voir entre jeunes. Une autre jeune fille. Moi, mon amoureux, il est ici dans la procession, mais non, je vous montrerai pas parce que papa et maman ne seraient pas d'accord que je voie un garçon. Parfois, on se donne rendez-vous derrière la grotte à veau. Un jeune homme. Je viens à la procession pour voir ma crapaud. La procession, c'est un bon prétexte. Tout à l'heure, j'espère qu'on pourra se bécoter derrière la grotte. Un enfant. Moi, ce que je préfère à la procession, c'est le marchand de cerises. Je n'en mange qu'à cette occasion. Un autre enfant. Moi, ce sont les bonbons du marchand qui vient de la fête à Bercheux. C'était le week-end dernier. Papa y est allé pour boire un verre avec son cousin. Moi, j'ai pas pu y aller. Ton père, il n'en a pas bu qu'un. Car je l'ai vu revenir tôt ce matin. Il avait même du mal de marcher sur la route. Nougat, guimauve, réglisse, sucre d'orge, qui veut de la bonne réglisse, de l'authentique nougat de Montélimar. Monsieur le curé, pénitence, pénitence, pénitence. Ne cesse de crier le bon Dieu sur tous les tons. Tous. Nous avons péché devant Dieu. Il nous a pardonnés, certes, mais il reste à satisfaire pour les péchés pardonnés. C'est là une chose que nous oublions trop facilement et que nous n'aimons pas faire. Cependant, nous devons y passer tous. Et si nous ne voulons pas expier ici-bas, nous serons bien forcés et contraints, après la mort, de subir et d'endurer les crucifiantes peines du purgatoire. Dieu veut toutefois nous éviter ces peines si dures du purgatoire. Aussi multiplie-t-il sans cesse ses appels à la pénitence, à l'expiation de nos péchés, dès ici-bas. Que de fois la Sainte Vierge est-elle apparue, et à Lourdes, et à Lorette, et à Beaurain, et à Banneux, et à combien d'autres endroits privilégiés de la Belgique, de la France et d'ailleurs. Et à chaque apparition, savez-vous les mots qu'elle prononce? Pénitence, pénitence, pénitence. Prions le Seigneur.
Ave, Ave, Ave Maria. À vous. Ave, Ave, Ave Maria. C'est avec beaucoup de cœur et de générosité que nos petites filles, chaque dimanche, sont allées de porte en porte en chantant leurs beaux cantiques à la Sainte Vierge et recueillent ainsi des offrandes pour l'ornementation de notre autel de la Sainte Vierge. Le succès est encore plus grand que les années précédentes, puisque, à ce jour, elles ont recueilli la belle et coquette somme de 1667 francs. Nul doute que ces enfants recueilleront encore beaucoup d'argent les dimanches 24 et 31 mai. Je félicite ces enfants et aussi les familles qui se sont montrées généreuses. C'est là une nouvelle preuve de notre affection envers la Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas non plus les souscriptions pour notre carillon, pour les chandeliers et les carpettes des 3 autels. À Rosières, la générosité est grande, paraît-il. Des sous, toujours des sous. C'est plus un curé, c'est un banquier. Vous savez ce qu'il fait, monsieur et dame, notre curé? Eh bien, il établit des listes avec le nom des donateurs et le montant donné par chacun. Tenez, regardez. On voit ceux qui ont de l'argent. Ils donnent des grosses sommes. Moi, ça ne veut rien dire. Chacun donne en fonction de ses moyens. Il fait pareil avec les examens de catéchisme. Tenez, regardez. Moi, je suis la première. Eh bien, moi, je suis le dernier et je m'en fous. Jensuné au moins que fait ça fumée. Notre divin maître nous invite. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Combien de temps? Jusqu'à ce que nous obtenions la paix. Et frappez jusqu'à ce que s'ouvre la porte de la paix. C'est ce que nous faisons depuis longtemps ici, en priant chaque jour pour la paix du monde. Ave, Ave, Ave Maria. À vous. Ave, Ave, Ave Maria. Ici, la procession redémarre avec une chanson comme vous avez pu l'entendre. Bon. Sachez que pour la petite histoire, tout ce que le curé vient de dire est un texte qui était déjà écrit. C'est-à-dire que, à Vaux-sur-Sûre, pendant la guerre 40-45, le curé a écrit des billets qu'il distribuait à ses paroissiens. Et effectivement, il y avait beaucoup de pénitence et il y avait des feuilles sur lesquelles il indiquait que la famille Orman avait donné 100 francs pour les chandeliers, que la famille Aubry avait donné 20 francs pour les chandeliers. Mais voilà, il y avait des listes et il est probable que pendant le spectacle, en vrai, vous aurez ce genre de liste qui sera distribuée au public. Alors donc ici, le cortège, la procession continue, mais elle va être éclatée par le cortège et une fanfare de carnaval, et puis on va partir sur un autre registre, et je passe la main pour l'explication. Voilà, le public alors va être partagé en 5 groupes qui vont correspondre à 5 plateaux de jeu. En gros, nous avons conçu 5 tableaux. Un plateau de jeu par tableau évidemment. Chaque tableau dure 15 minutes et après 15 minutes, il y a une rotation de sorte que tout le monde passera dans tous les tableaux. Nous avons conçu 5 tableaux. Alors, le premier va se dérouler sous un chapiteau
qui va évoquer un café. Un café qui sera en même temps un musée de boîtes à souvenirs et qui sera l'occasion, à travers des dialogues, d'évoquer des anecdotes de nos villages. C'est en même temps un hommage à deux dames et à deux cafés célèbres dans la commune. Je pense chez Gilbert, ici à Cibray, il y a quelques années, et au café de Rose à Vaux-sur-Sur, qui sont vraiment des lieux emblématiques et des lieux de réunion où tout le monde, en tout cas les habitants, peuvent se retrouver et avoir un grand moment de fête et de bonheur ensemble. Et évidemment, un hommage à tous les cafés des villages. À une époque, je pense qu'il y en a eu trop pour les citer ici. C'est le premier tableau, les cafés. Deuxième tableau va se dérouler à l'église. Alors à l'église, on va évoquer la guerre de 14-18. C'est un choix délibéré car quand nous avons commencé à concevoir le spectacle, nous étions en pleine commémoration de l'offensive et de la guerre 40-45. On s'est dit, on en parle suffisamment ici. Par contre, l'histoire de la commune à l'époque de la guerre 14-18 est quand même moins connue, donc nous allons la faire connaître. Dans un décor qui sera sans doute une mortuaire, vous allez comprendre progressivement pourquoi, avec dans cette scène un chant qui devait être composé par Jean-Marie Aubry sur des paroles d'Amandine Ferron, avec une chorégraphie. Vous voyez que la volonté dans ce spectacle est de travailler de formes différentes. On aura des dialogues dans le café, on aura un monologue ici sur l'église sur 14-18 avec un chant, avec une chorégraphie. Donc des formes théâtrales différentes. Troisième plateau, ça va être devant l'église, qui va être l'occasion d'évoquer les commerces, les transports. C'est assez troublant de voir comme la commune de Vaux-sur-Sur était à l'origine un éclatement de village, et puis il y a eu la nationale, la grande route qui a traversé, et puis le chemin de fer qui a traversé, qui a apporté de nouvelles choses au village, et puis maintenant c'est autre chose, mais l'autoroute qui traverse, mais qui n'a peut-être d'autres influences sur la commune. Donc c'est l'occasion de présenter les commerces, les transports. Ça va sans doute, certainement se faire là aussi à travers des chorégraphies et à travers... Oh, je suis trop prêt. Voilà. Pénitence. Des chorégraphies et un cœur parlé, là sera plus un ensemble de personnes qui vont parler. Ces personnes vont être des voyageurs qui vont surgir d'une magnifique Micheline qui sera dessinée. Voilà, on a été attentif au décor. La quatrième scène, ça va être la salle du patron à Bercheux. Et là, ça nous a semblé le lieu idéal pour évoquer les dramatiques qui ont été vraiment très importantes dans le développement culturel. On vous en parlera de la commune, on vous en parlera tout à l'heure. Il reste un cinquième plateau à évoquer qui malheureusement va devoir être modifié parce que il rejoint un thème qui va tomber, qui était consacré au loup et un projet particulier, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, je ne vais pas vous assommer tout de suite. Voilà. Je vais laisser ce soir-là à Miguel. Très rapidement, la genèse, donc, quand on a voulu évoquer ce spectacle, on se dit d'abord où va-t-on jouer. Il fallait trouver un endroit. On a eu quelques réunions à la commune. Il y avait des endroits et des dates. La première date est fixée au printemps, non. Mai 19. En mai 2019. Voilà, un report, un deuxième report, un troisième report, et puis un endroit à chercher. Alors, un jour avec Anne, très gentiment, nous avons fait le tour de la commune avec la petite camionnette communale. On s'est dit Cibray, pourquoi pas. Ça n'allait pas. On est allé au Château Lambin sur. J'ai dit, ah ouais, sympa, mais au niveau sécurité, un petit peu compliqué. Moret, magnifique endroit, Moret-Gare, ça se prêtait bien. Ça semblait compliqué, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires. Et puis, assez naturellement, avec du Bercheux, puisqu'il y a cette rue qui descend, cette place, et cette procession qui peut prendre place, et très vite, le choix s'est porté là. Donc, je remercie des jeunes pour ce beau petit parcours de la commune avec la petite camionnette communale, c'était bien sympa. Attaquons maintenant un autre la plateau. scène suivante, qui est... alors là, puisque vous êtes toujours metteur en scène, hein, si vous êtes là, c'est que vous êtes toujours d'accord. Donc vous imaginez l'église
Berchier, puisque c'est le décor. On a pensé à une mortuaire un peu à l'ancienne. En tout cas, c'est l'idée. La réalisation, c'est encore autre chose, mais c'est mortuaire avec les draps noirs. Et puis, on trouvait parfois un coussin sur lequel étaient mises toutes les médailles de l'ancien combattant, si c'était un ancien combattant. Et ici, c'est le choix qu'on a fait, c'est évoquer la mémoire d'un ancien combattant de la Grande Guerre, donc de 14-18, pour évoquer cette guerre de 14-18. Je vous laisse en votre compagnie. Voilà. Voilà, la première partie du discours est celle que mon grand-père, Henri Kopp, qui était donc un ancien combattant de 14-18, a écrit et prononcé le 19 février 1965, à l'occasion des funérailles de Henri Poncin, un autre habitant de Cibray, et en l'occurrence, c'est le grand-père maternel de Guy Mars, je pense. Malgré l'inclémence de la température, je ne peux laisser partir ce bon vieux camarade, combattant de la Grande Guerre, croix du feu, porteur de nombreuses distinctions honorifiques, sans apporter devant sa tombe l'hommage de tous ses anciens frères d'armes, et aussi, bien sûr, celui de la population de Cibray, pour son action dans les événements qui ont marqué le cours de cette guerre, et lui dire que nous conserverons de lui le souvenir d'un homme d'honneur, d'un homme de devoir, et aussi d'un compagnon très fidèle. Après avoir, pendant 4 années de feu, de sang, de misère et de ruine, vécu les affres de la guerre, d'où il revint physiquement bien amoindri, il devait encore gravir un long calvaire de déception, de souffrance, qu'il supporta patiemment avec une admirable sérénité. Il est allé retrouver ceux des nôtres qui l'ont précédé dans la mort, pour avec eux reformer là-haut les héroïques bataillons de la grande armée de l'Isère. Je voudrais davantage creuser dans ton passé. Tu avais 22 ans lorsque la guerre vint sonner sur nos collines et nos villages son atroce fanfare. Alors que tant d'hommes en pleine vigueur se dérobaient en prudent silence au lourd devoir de l'heure, estimant que la défense du territoire, de leurs privilèges, de leur emploi, de leur patrimoine, incombait à cette armée dont on a depuis su qu'elle fut l'armée de l'honneur. Tu voulus, toi, rejoindre cette armée dont l'offrande spontanée à la cause de la Belgique demeure une des plus nobles raisons de notre fierté nationale. De toute ton âme, tu fus soldat dans le sang. Tu fus de ceux qui, en 1914, luttèrent en désespérés au bord de cette Isère, jusqu'alors inconnue, et depuis entrée dans la mémoire. Rien ne te fut épargné, ni les combats incessants, ni les jours et les nuits de pluie, dans le vent, le gel, en ces tranchées boueuses, nauséabondes, avec pour abri la voûte céleste, si souvent maussade, et surtout avec ce voisinage hallucinant de la mort toujours présente, toujours sournoisement inattendue. Non, rien n'a manqué à ta rude Odyssée, jusqu'au jour où la lourde voix des canons s'étant tue, et la paix enfin revenue parmi les hommes, tu pus revenir en ton bon village de Cibray. Mes chers amis, qu'il me soit ici permis, en l'honneur de notre cher camarade disparu, et en hommage à la population qui vécut ces tragiques événements, de commémorer quelques faits tragiques de la Grande Guerre. Rappelons-nous, le dimanche 2 août 1914, l'Allemagne adresse un ultimatum à la Belgique neutre, demandant le libre passage de ses troupes pour attaquer la France. Le 4 août, sans déclaration de guerre, 800 000 soldats allemands franchissent la frontière belge, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale. Et contre toute attente, l'armée belge oppose une résistance farouche. C'est ici qu'il nous faut rapporter un événement douloureux qui a marqué le village de Cibray. Nous sommes donc dans les premiers jours de l'invasion. Une fusillade a eu lieu à la sortie de Cibray en direction de Bastogne. 3 jeunes gens de Cibray, Hector Rosier,
Léon Boulanger et Fortuna Grèce, enfilent au bras le brassard de la Croix-Rouge et vont porter secours aux blessés. Un Ulan, en ce temps-là on appelait ainsi les terribles cavaliers allemands, un Ulan donc, couvert de sang, les appelle à l'aide. Il le transporte à la maison la plus proche, située à Villeroux en face de la centrale électrique, mais qui n'existait pas à l'époque. À un moment donné, le blessé, à bout de souffle, remet son fusil à Hector Rosier. Arrivé juste en face de la maison, il croise un peloton de cavalerie. Hector Rosier se penche pour déposer le fusil par terre. Un officier l'abat d'une balle à bout portant. Les deux autres brancardiers abandonnent le blessé et s'enfuient dans les bois qui bordent la route. Les Uhlans ne les retrouveront pas. Ils incendient la maison et brûlent son corps. Une quinzaine de jours plus tard, la population lui fait des funérailles décentes. Quand l'école communale de Cibray a été rénovée et agrandie, la commune a décidé de lui donner le nom d'Hector Rosier en souvenir de cette innocente victime. D'autres atrocités ont été commises dans notre commune. C'est sans doute le village de Rosières qui a le plus souffert. Il faut savoir que Rosières comprend deux villages. D'une part, Rosières-la-Petite, où se trouve l'église, et d'autre part, Rosières-la-Grande. Dans le livre blanc allemand, dans lequel sont consignés les rapports des événements, deux commandants allemands racontent qu'ils ont dû intervenir parce que des gens de Rosières leur avaient tiré dessus et que leur bivouac avait été attaqué à plusieurs reprises durant la nuit. Les hommes ont été emmenés hors des maisons et enfermés tous ensemble. Les habitants n'avaient été nullement provoqués, mais traités fort aimablement. Mais la vérité est tout autre. Vers 21h30, un soldat allemand, ivre, tire un coup de feu d'une fenêtre arrière d'une maison. Une sentinelle répond par un coup de feu, imité par 7 autres soldats qui occupaient une grange voisine. Une balle perdue atteint un officier qui marchait sur un sentier. Après les détonations, les soldats mettent le feu aux 26 maisons que compte le village. Et le lendemain, 2 maisons de Rosières-la-Petite sont aussi incendiées. Les hommes sont traqués et maltraités à coups de pied, de crosses, de cravaches. 5 sont abattus sans raison. 42 sont pris et passent une nuit horrible liée à des chariots de munitions. Le lendemain, des soldats allemands les emmènent sur des charrettes. Ils arrivent au poteau de Moret. Voulant appeler le bourgmestre, un soldat crie « Le maire !» Un brave fermier, Alexandre Le Maire, répond « Présent !» On le fait descendre du chariot, on le fait avancer de quelques pas dans le bois, on l'attache à un sapin et il est abattu sans raison par un peloton d'exécution. Les soldats ne se préoccupent même pas de son cadavre. Les 6 victimes de Rosières n'ont pas été prises les armes à la main. Elles ont été massacrées sans jugement. Après la guerre, on a reconstruit à Rosières des maisons unicellulaires pour reloger rapidement les habitants. Il en reste encore plusieurs aujourd'hui. Au poteau de Moret, vous pouvez voir une croix. Elle rappelle le martyre de l'infortuné Alexandre Le Maire. Les habitants de Vaux-les-Rosières, actuellement en Vaux-sur-Sûre, implorèrent la protection de la Vierge afin que leur soit épargné massacre et destruction. Ils furent exaucés. En remerciement, ils décidèrent, sous la conduite de l'abbé Jacques, de lui ériger un monument en l'honneur de la Vierge, sorte de réplique de la grotte de Lourdes, et un chemin de croix. Chaque année, début novembre, notre commune organise le relais sacré à la mémoire des combattants des 2 guerres. Le collège, les conseillers communaux, les porte-drapeaux, les enfants des écoles et des gens de chaque village participent à une petite cérémonie devant chaque monument aux morts des différentes sections de Vaux-sur-Sûre. Cette cérémonie a pour but que l'on n'oublie pas et que la population garde en mémoire que des gens se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre libres. Mon cher vieux camarade, en cet instant de la séparation suprême, tes anciens frères d'armes et les drapeaux de nos groupements s'inclinent sur ton sacrifice.
Il t'apporte l'ultime adieu de tous ceux qui t'ont connu et estimé. Adieu Henri, repose en paix. Voilà, la deuxième partie du texte est due à la foule du match avec lequel nous avons travaillé aussi. Quand nous avons arrêté le site de Verscheux, pour le spectacle, nous nous sommes dit on ne peut pas laisser les choses en état et il faut qu'on mette des décors, que l'on crée un univers, de sorte que les gens qui viennent voir le spectacle soient tout de suite plongés dans l'histoire et dans l'atmosphère du spectacle. Et nous nous sommes dit en même temps, c'est l'occasion de faire participer un maximum de gens, puisque c'est une des ambitions du projet, de faire participer tous ceux qui ont la main habile, qui peuvent faire des décors, qui peuvent réaliser, qui peuvent coudre, qui peuvent décorer, tous les métiers qu'il y a à faire. Et là, on s'est dit, on va demander à Delphine de nous concevoir de façon globale les décors du site. Je laisse la parole à Delphine. Merci, monsieur Dominique. Donc, comme Dominique l'a expliqué tout à l'heure, il y aura des plateaux pour lesquels on va décorer, bien entendu, chaque plateau en fonction du thème et des idées de nos chers metteurs en scène, qui ne sont pas toujours faciles, ni simples. Bref, calme-toi. Et nous allons passer tout de suite. Non, parce que parfois vous avez des idées, ouais, ok, mais voilà, il faut rester dans quelque chose de pas trop compliqué. Et donc, par la suite, on a parlé tout à l'heure, c'est Miguel qui en a parlé de la procession qui va démarrer du patron jusqu'à l'église. Et à ce moment-là, on va travailler les couleurs que vous avez au-dessus de vous dans les fanions. Donc, on va vraiment travailler ça comme fil rouge tout à travers de cette procession, avec des petites zones de détente, des coins photos d'antan, comme tu disais tout à l'heure, et des petites zones, peut-être pourquoi pas un petit bar, ou des choses plus agréables pour que les gens puissent prendre le temps entre chaque scénette et chaque plateau, de prendre le temps de se retrouver, de parler et de discuter ensemble. C'est un petit peu l'idée générale du décor. Merci. Voilà, merci Delphine. Alors, tout ce qui constitue l'objet des scènes qui vont être jouées, nous n'avons évidemment pas sucé de notre pouce. Nous avons consulté, malheureusement dans un temps assez limité, parce qu'à l'époque on avait à peine 6 mois devant nous pour concevoir le spectacle, on a eu l'occasion de consulter quelques personnes à partir de quelles un thème s'est très vite dégagé. Je vais en parler tout de suite. Je tiens quand même à dire que nous sommes partis de ce que les gens, appelés les gens par facilité, ont dit de la commune. On a eu une première réunion, j'étais voir mes archives, le 29 juin 2019, qui convoquait et qui invitait quiconque voulait rentrer dans ce vaste projet. Et on a demandé explicitement que voulez-vous dire de votre commune. On a écrit sur des post-it, on a fait des tableaux et on a récolté une masse d'informations qui ont vraiment servi de guide à la conception du spectacle. C'est très important de consulter un maximum de gens. Après, nous avons demandé à rencontrer les anciens dans une réunion de 4 bonne humeur où ils nous ont fait le grand plaisir de raconter et d'évoquer un tas d'histoires de Vaux-sur-Sûre et de la région. Ce qui a donné suite à une rencontre avec Madame Fernande Grosse, qui est une mine d'or au niveau des souvenirs de la dramatique et encore autres. On a rencontré aussi, pendant une soirée, Max, qui nous a donné toute une série de souvenirs sur le village du Cidré. À la même époque, et c'est ici que je dois parler du loup, qui n'aura pas lieu malheureusement, on a eu dans l'équipe Claude Bétresse et Madame Pauline Minguet, qui avaient un magnifique projet qui était de parler du loup selon 2 volets. Un premier volet devait envisager la réintroduction du loup dans nos contrées, et le deuxième volet évoque la légende du loup. Il y en a une à Villerou. Voilà. C'était un beau projet consacré au loup, d'autant plus beau qu'il allait concerner les enfants, ceux de l'école communale, de la communauté française ici à Cibray. Je sais que Claude a travaillé pendant 1 an avec les enfants de 5e, 6e pour créer les dialogues.
et pour concevoir une mise en scène qui devait être intégrée au spectacle. Je viens de parler au passé, parce que malheureusement, les conditions sanitaires et puis les différents reports font que ces enfants ne sauront pas participer. Voilà. Donc, ceci dit, on fait toujours un appel aux candidats, et si des gens ont envie de participer, ont des idées, nous sommes toujours preneurs, on relancera la balle. Donc voilà, tout ceci pour expliquer qu'on a rencontré des gens, peu de gens, mais suffisamment pour partir sur un fil rouge. Et le fil rouge qui nous est apparu, c'est qu'est-ce qui fait lien? Qu'est-ce qui fait que les gens se rencontrent, ont bon d'être ensemble? Et vous avez déjà eu des échos, mais la religion était, à l'époque, quand je dis époque, c'est l'entre-deux-guerres et jusqu'au début des années 50, la religion était un ciment, les cafés, n'en parlons pas, tout le monde comprend, les dramatiques ont joué un rôle très important dans le développement culturel de nos villages, les commémorations aussi de la guerre étaient des événements à travers lesquels les gens pouvaient se retrouver. Ça, c'est le passé. Qu'en est-il aujourd'hui? On va aussi essayer d'intégrer cette dimension dans le spectacle. Là, on se rend compte que, par exemple, le carnaval, c'est peut-être des nouvelles concessions, que les cafés se situent peut-être plus dans les buvettes, dans les clubs sportifs. Les cercles dramatiques restent toujours d'actualité. On a, je pense, 4 groupes théâtraux sur la commune, c'est pas rien. Donc on a essayé de faire ce lien et cette question, qu'est-ce qui fait lien? Qu'est-ce qui fait qu'on se connaît? Et est-ce bien vrai qu'on ne connaît plus personne? D'où le titre du spectacle, ah, on ne connaît plus personne. Eh bien non, on connaît encore les gens, mais peut-être d'une autre façon. La scène suivante va vous transporter dans le cercle dramatique et plutôt dans le patronage, la salle de patronage de Bercheux, où là, je vous l'ai expliqué, on va consacrer ce plateau de jeu au théâtre et on va avoir un premier duo, de fameux duettistes d'ailleurs, je ne vais pas vous en dire plus, vous allez découvrir qui ils sont et pourquoi ils sont sur scène. Nous sommes des frères jumeaux, moi un si vrai et vous un veau. Mi fa sol la ré do, fa sol la si sol mi ré do. Tous deux aimant le drame, la comédie et tous ses charmes. Rigolo ou mélo rigolo, rigolo ou mélo rigolo. Nous avons fondé tous deux les dramatiques, ainsi que nos sociétés de musique. Nous aimons le théâtre et ça c'est fantastique. Cela fait de nous des gens très sympathiques. Salutations, monsieur l'instituteur Jacquet. Ben, bonjour, monsieur le docteur vétérinaire Laurent. Vous ai-je déjà vraiment rencontré? Je l'ignore. Et celui qui le sait ne l'a pas raconté. Inventons ces retrouvailles, compères. Personne ne nous contredira. Pour l'heure, soyons frères de théâtre. Ah, la magie du théâtre. Que serions-nous sans l'art de la comédie? C'est une œuvre de salut national. Un remède à rembourser par la sécurité sociale. Que serait devenue la belle jeunesse de nos campagnes? Pas de poste de télévision, pas de PlayStation, pas d'internet, pas d'automobile. Les cafés pour seule distraction et l'alcool pour consommation. Nous avons amené le théâtre dans nos villages perdus. Non seulement pour nous distraire, mais pour instruire notre intelligence et pour élever nos âmes. En un mot, pour nous cultiver. Et quelles magnifiques occasions pour les habitants de nos villages de se rencontrer. À Cibray, nous avons fondé le Cercle dramatique La Liberté le 28 mai 1912, avec l'aide du doyen de Jambes. Et je dois dire que ses successeurs nous ont toujours bien soutenus. Eh bien, à vous les Rosières, c'est en 1922, et plus précisément les dimanches 24 septembre et 1er octobre 1922, à 19h, qu'ont lieu les premières représentations théâtrales. Elles furent données à l'école communale des garçons. On avait enlevé les bancs, aménagé une estrade et installé les coulisses dans ma chambre à coucher.
Notre société dramatique s'appelait l'Avenir. Elle proposait des drames ou des pièces policières, parfois une comédie. Nous avons construit le cercle en 1912, grâce aux œuvres paroissiales. Malheureusement, il a été détruit à l'offensive. Un baraquement nous a servi de salle de spectacle jusqu'à la reconstruction dans les années 60. En 1923, nous avons installé au centre du village un abri en bois qui provenait de la Grande Guerre. Nous étions allés le chercher à Verdun. Il a été inauguré à l'occasion de notre 2e soirée théâtrale. Savez-vous que nous avions un orchestre à cordes pour agrémenter les soirées de la dramatique? Moi, j'étais violoniste. En 1928, nous avons créé à Cibray une section de l'école de musique de Bastogne. On y donnait des cours de solfège, de piano, de violon, jusqu'à la fin des années 30. Ce fut la base du développement musical de Cibray. J'étais également musicien. Dès le début, j'ai lancé la fanfare Sainte-Cécile, uniquement constituée d'habitants de Vaud. Elle jouait lors des représentations théâtrales. D'ailleurs, elle ouvrait la soirée. Elle accompagnait aussi les processions religieuses. Nous sommes des frères jumeaux. Le théâtre, la musique, les manifestations culturelles. À l'époque, seuls les hommes pouvaient jouer. L'abbé Jacquemin ne voulait pas mélanger les hommes et les femmes. Donc il n'y avait que des hommes dans la dramatique, également pour jouer le rôle de femmes. Figurez-vous que lorsque nous avons joué La Passion en 1951, j'ai dû demander une autorisation spéciale à l'évêché pour pouvoir faire monter les femmes sur scène. Il y a bien eu à Vaud une société dramatique féminine du temps de l'abbé Jacques. Le patronage des jeunes filles Sainte-Anne. Il était dirigé par Sœur Clément. Seules les filles jouaient. Mais cette société s'est éteinte rapidement. En 1955, pour la pièce Le Martyr de Jeanne d'Arc, ce fut évidemment une femme qui endossa le rôle principal. Jusqu'en 1937, la culture est très active à Vaud. On joue en 3 séries de représentations, avril, août et décembre. Le public accourt des villages voisins. Certains spectateurs font plusieurs kilomètres à pied pour venir au théâtre. De nombreux intermèdes rythment nos soirées dramatiques. Monologues, chansons, romances, la musique. Pas mieux, mon frère. Les soirées théâtrales constituaient un des rares loisirs que pouvaient se permettre les gens de l'époque. Mais la guerre a mis en suspens ces belles initiatives. Et après la reconstruction, la culture est revenue en force. 1946, relance de l'activité culturelle à Cibray. 1948, relance de l'activité culturelle à Vaud. La société dramatique s'installe dans un nouveau local prêté par l'administration communale, à l'emplacement de l'école maternelle actuelle. L'orchestre des chahuteurs, variante de la fanfare, accompagne les 3 pièces du jour. Désormais, on jouera moins de drames et plus de comédies. Années 50, drame classique et orchestre symphonique. Années 50, musiquette et opérette. 1951, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ est jouée pour la première fois dans un baraquement militaire à Noël. Ce spectacle fit la renommée du village de Cibray aux 4 coins de la Belgique. 1951, la passion du théâtre continue à Vaud. 1952, vu le succès, la Passion fut reprise à Pâques, et ce jusqu'en 1955. 1952, on continue à aller à la dramatique, voir du théâtre et bien rigoler. 1956, vu la grande valeur artistique de ces prestations, le Cercle dramatique devient Société dramatique royale. 1956,
Rien à signaler. 1960, 1961, 1962. 1962, locaux neufs à Cibray. On rejoue la Passion avant la fête de Pâques. Le spectacle est entièrement revu. Mise en scène, costumes, décors, tout y passe. De plus, il est accompagné d'un orchestre de chambre. 1963. Rien? Non. Arrivée des femmes dans la distribution. Ah, mais ça, c'est une très bonne chose. 1967. À Pâques, on joue les 2 dernières pièces. La fanfare s'est arrêtée quelques années plus tôt. C'est la fin. 1967. On joue les dernières de la Passion. La troupe se consacre à d'autres pièces aussi, en français et en wallon, et on joue des comédies. On ne s'arrête donc pas à Cibray. De 1978 à 2017, la Passion a connu de multiples versions. En 1984, une version wallonne du Médecin malgré lui a été filmée par la RTB, comme on disait à l'époque. Et je ne parle pas des comédies d'automne qui font la gloire de la troupe actuelle. Nous n'étions plus là pour voir ces réalisations. Consolation, les associations de théâtre sont toujours bien vivaces dans la commune. C'est un peu grâce à nous, non? Les joyeux Capers de Rosières, la troupe de Bercheux, les explorateurs, voilà nos dignes héritiers. On va essayer de rechanter une dernière fois. Nous sommes des frères jumeaux, moi un Cibray et vous un veau. Mi fa sol la ré do, fa sol la si sol mi ré do. Tous deux aimons le drame, la comédie et tous ses charmes. Mélo rigolo, rigolo mêlé rigolo. Nous avons fondé tous deux les dramatiques, ainsi que nos sociétés de musique. Nous aimons le théâtre et ça, c'est fantastique. Et cela fait de nous des gens bien sympathiques. Nous avons évoqué ici que de théâtre, je pense évidemment à toutes les autres qu'on n'a pas su rencontrer pour des délais assez restreints. Ça, c'est la face visible du théâtre. Il y a aussi la face de l'ombre, où les petites mains, mais qui sont vraiment un travail. Et le spectacle ici, il est possible d'abord grâce, et entre autres, au centre culturel d'Abbé, en la personne de Céline Sampé, dans le cadre du parc naturel de la Haute-Sure et de subsides que l'on peut avoir. C'est vraiment précieux d'avoir un soutien administratif, logistique, au moins de problème. On téléphone, voilà, et on se voit, et c'est vraiment un confort maximum pour nous travailler avec des équipes comme celle-là. Il n'y a pas que le centre culturel d'Abbé, puisque c'est dans la commune de Vaux-sur-Sure, et la contribution de la commune a été très importante. On voudrait quand même saluer Anne Morsom. Coucou Anne. Anne est évidemment au fond, mais Anne est dans le projet depuis le départ. Voilà, c'est elle qui nous a conduit, qui nous a baladé dans la commune, qui nous dit parfois oui, ça c'est bien, oui, ça faut peut-être faire attention. Les chemins de la culture, Claude Paul. On espère qu'il sera tous les chemins de la culture quand le spectacle aura lieu. et oui, la commune, monsieur le bourgmestre, l'infrastructure du chapiteau, enfin voilà. Sans eux, ce n'est pas possible. On attaque tout de suite. Non, un mot. J'ai introduit le dernier texte que tu dois dire qui n'est pas vrai ou qui est vrai. Non, c'est plus un truc comme ça. En fait, les derniers textes, vous allez voir, ça figure. Bon. Ce qui était compliqué, il fallait trouver une personne emblématique de la commune de Vaux-sur-Sure. Pour ne pas froisser, on va dire, les deux plus gros villages qui sont Vaux-sur-Sure et qui sont Cibray. Parce qu'on s'était dit, tiens, chez Gilbert, il y a Rose à Bercheux, à Vaux, hein, puis il y a eu chez la Moline à Bercheux, puis il y a les cafés chez Flamand. On s'est dit, il faut trouver quelqu'un. Et je pense que c'est Guimard sur le coup. Il y a une personne emblématique de la commune qui habitait Vaux-sur-Sure, mais qui a sillonné toute la commune. On ne va pas aller plus loin parce que on va vous présenter sa vie, mais c'est vrai qu'on a trouvé, il y a une personne emblématique qui a sillonné tous les villages, à vélo, en voiture,
parfois même à pied peut-être dans le village, à toute heure du jour et de la nuit. Voilà. Alors ce texte a été écrit pour être joué comme un seul en scène dans le cadre de la salle du patron hommage au dramatique. Aujourd'hui, il va être interprété par un trio de charme et de choc. Place à la folle journée du docteur B. Et on précise bien que tout ce que vous allez entendre est vrai, puisqu'on nous l'a raconté. En des temps reculés, chaque village vivait dans son coin. La ville était loin. Les routes étaient mauvaises. On n'avait que ses pieds ou un vélo pour se rendre dans le village voisin. Ne parlons pas de l'hôpital, on ne savait pas se déplacer. Et puis on n'avait pas le temps, il y avait trop d'ouvrages. L'Ardennais à la peau dure. Laissés à eux-mêmes, ces villageois, allaient-ils survivre? Un homme se dressa pour faire reculer la maladie et pour garder la population en bonne santé. Cet homme s'appelle le docteur B. Laissez-moi vous raconter la folle journée du docteur B. Le MacGyver de la médecine. Sa journée ne commence pas le matin mais la nuit. Au premier appel, il saute dans ses souliers et part en pyjama à la rescousse du patient. C'est dire sa volonté farouche de sauver des vies. Ensuite, il rentre chez lui. Il s'habille, il déjeune sur le pouce et repart aussitôt. On le voit souvent traverser les villages à vive allure et à vélo. Il est grand et costaud. C'est un vif gaillard imposant. Rien ne l'effraie. Un vrai sauvage. Voilà qu'un jour, il débarque dans une maison. La situation est grave. Il ouvre la porte, tout juste il ne la défonce pas. Et il crie, que dis-je? Il hurle, où est le malade? Où est le malade? Personne dans la cuisine, personne dans la salle à manger, personne ne lui répond. Il monte 4 à 4 à l'étage, se précipite dans chaque chambre en s'époumonnant. Où est le malade? Où est le malade? Puis, il s'arrête à bout de souffle. La maîtresse de maison qui l'a suivi à grand-peine parvient enfin à placer... Mais il n'y a pas de malade ici. Comment ça, pas de malade? Mais c'est sans doute dans la maison à côté. Ah bon? Et sans plus d'affaires, il se précipite dans les escaliers et court rejoindre le vrai malade. Un ogre de travail, il n'en laisse à personne. Les infirmières se désolent. Les accoucheuses chôment. Les pharmaciens déménagent. Les dentistes désertent. Le voilà donc de la maison voisine. C'est un gamin de 10 ans. Verdict, piqûre. Il s'en charge. À travers le pantalon, bien sûr. Un clin d'œil à la maman et l'affaire est faite. Le gamin n'a pas le temps de dire ouf que le produit est injecté et la guérison assurée. La tournée continue. Rien ne l'arrête. Il fait tout. Je prends ma liste. Piqûre, Suture, Couture, ligature, fracture, courbure, soudure, contracture, musculature, une vraie torture. gerçure, fissure, vergeture, gelure, engelure, égratignure, Éraflure, enluminure, boursouflure, sans murmure, acupuncture, nervure, pédicure, manucure, charnure, parure, sans mesure, plombure, tonsure, chaussure, fumure, saumure, viniculture, tant que ça dure. primogéniture, périculture, température. chapelure, peinture. J'exagère, mais ce n'était pas une sinécure. Ces diagnostics sont imparables. La guérison est annoncée dans les 2 jours. Et si la maladie résiste, c'est peut-être qu'il s'est trompé. Pas grave, le docteur B a toujours raison. Il change le médicament et le malade trotte comme avant. L'après-midi, consultation dans son cabinet. Il pratique la médecine comme on n'en fait plus. Médecin de famille, médecin de campagne, mais surtout beaucoup plus. Si vous avez mal aux dents, pas de problème. Il arrache la dent carriée et d'autres pour le même prix. Il vous faut un dentier? Il prend l'empreinte pour la bonne cause. Si vous avez une appendicite, pas de souci, il opère. À domicile si nécessaire. Il s'est fait la main en secondant le docteur M, le chirurgien qui officie dans le petit hôpital d'une ville voisine. À cette époque, avec de tels médecins, les hôpitaux n'ont guère d'utilité, ou alors vraiment pour les cas graves. Si vous avez une fracture, pas d'inquiétude. Il s'en charge. Les radios aussi, il s'en charge. Ce qui lui permet d'affiner son diagnostic. Il a racheté un vieux matériel de radiographie. La preuve qu'il est aussi excellent commerçant. Le sens des affaires coule dans ses veines. Au cours de ses visites, il ne rate pas un bon achat. Ainsi, chez S, il n'hésite pas à racheter 4 portes en chaîne. Si vous avez besoin de médicaments, pas compliqué. Avec sa bascule et sa spatule, il mélange les molécules.
Il fabrique gélules, capsules, ovules, suppositoires, que vous retrouverez glissés dans une enveloppe. S'il n'y en a plus, il s'approvisionne dans une vraie pharmacie, dans une ville loin d'ici. Et si le médicament est périmé, ce n'est pas grave. Il fera toujours son effet. Faut pas croire tout ce qui est écrit. Et de toute façon, avec l'enveloppe, on ne voit pas la date. Pour sûr, il n'a pas été content quand une pharmacie s'est installée à Vaux-sur-Sûre. Il y en a qui ne comprennent rien à la médecine de campagne. Si vous devez accoucher, c'est à la maison avec le docteur B. Il n'a pas son pareil pour couper le cordon ombilical. Les nombrils du docteur B sont bien connus dans la commune. Il reste encore quelques habitants qui, en fin de soirée, confessent sous le sceau du secret qu'ils ont un nombril du docteur B. Et s'ils ont bien bu, ils peuvent même vous le montrer. Pas étonnant qu'avec un tel docteur, les habitants de nos villages soient toujours restés en bonne santé. Miguel va nous faire une petite annonce. Et voilà, c'est la fin du spectacle, en tout cas comme il est dans l'état actuel des choses. Voilà, c'est les parties écrites, il reste du travail. On se dit qu'on va s'y remettre en espérant vraiment pouvoir le faire, mais on a encore besoin d'aide. Ce que vous avez vu, c'est vraiment une ébauche. Rien dit que le docteur B m'a dit que ce sera un monologue, est-ce que ce sera 3 comédiens ou pas. En fait, on a besoin de plein de gens. Donc, si vous avez envie de faire du théâtre et que vous n'en avez jamais fait, si vous avez envie de coudre, vous avez envie de peindre, vous avez envie de participer au spectacle d'une façon ou d'une autre, eh bien c'est toujours possible, il reste plein de place. Le dernier mot, eh bien, c'est de dire merci aux comédiens, aux comédiennes et acteurs. Voilà une toute petite intervention parce que je voudrais remercier nos 2 metteurs en scène parce que quand vous les voyez comme ça, tout a l'air simple, évident, on met en scène, on fait des spectacles, on fait des plateaux et tout roule. Et en fait tout roule parce qu'en fait avec eux ça. Donc je voudrais vraiment remercier nos 2 metteurs en scène, Dominique Lambert et Gaëtan Denis. Voilà, c'est fini. C'est fini, Et les filles magistrales, hein, vraiment. Oui. Ah oui, non. Bravo. Ah non, c'est moi ici. Je pique ma place là. Je t'en tire les fesses quand on pique la place. Regarde. Je t'en tire les fesses quand on pique ma place. C'est parce que les autres sont bien. Ça fait du bien. Oui. Hein? Ah oui. Ça manque un peu, genre. Ah, joli ça.